Dernière grande table ronde de la matinée, la qualité, nouvelle efficacité publicitaire. Et je vous demande d'accueillir Olivier Altman, cofondateur de l'agence Altman & Pacro, agence créée en 2014. Après un très beau parcours dans les plus grandes agences, Jean-Luc Chétry, directeur général de l'Union des annonceurs, Raphaël De Andréis, chairman et CEO d'Havas Media Group, Laurent Habib, fondateur de l'agence Babel, dédiée à la création de valeur pour ses clients, à leur business model, à leur transformation et au rôle que la communication doit y jouer. Et enfin, Marianne Siprodis, directrice générale de France Télévisions Publicité, nous rejoint à nouveau pour cette dernière table ronde. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je sais que vous avez entendu, vous étiez dans la salle, tout ce qui s'est dit depuis le début de cette matinée. Je vais commencer avec vous, Raphaël De Andréis, puis Laurent Habib, parce que tous les deux, vous insistez beaucoup sur le contexte. C'est très important, le contexte, pour délivrer un message. Alors, oui, il y a un certain nombre d'études qui se promènent dans le monde qui disent, je résume, en gros, que le contexte augmenterait la mémorisation d'à peu près un tiers. Mais au fond, quand on y réfléchit, c'est du bon sens. Une émission, quelle qu'elle soit, c'est à un moment donné une communauté qui se réunit autour d'un programme, qui ne sont pas là par hasard, les gens. Et donc, il est évident que si ce que l'on montre à l'intérieur de cet écran, forcément, crée quelque chose. Et puis si en plus, vous mettez le sujet un cran plus loin et que votre... comme c'est fait maintenant avec le parrainage, avec la nouvelle loi, où ça peut être fait dans certains, ce qu'on appelle écran thématique, si en plus ce que vous faites a un rapport, résonne un petit peu avec le contexte, ça a une force très forte. Je prends un exemple tout bête. Si vous mettez une pub qui parle de Made in France au milieu du défilé du 14 juillet, au milieu de l'Eurovision ou sur d'autres chaînes, sur un match de l'équipe de France, vous comprenez tout de suite que ça résonne extrêmement différemment. Et donc cette alliance du contexte qui crée au fond, qui mobilise des communautés autour d'un sujet est importante. Et on pourrait se dire, oui, mais alors, dans l'évolution avec le délinéarisé, est-ce que ce phénomène va plutôt augmenter ou plutôt s'atténuer? Et on voit bien que le délinéarisé, c'est un programme qui est encore plus choisi, si je puis dire, puisque on va le chercher exprès. Et donc, on voit bien que là aussi, jouer avec le contexte est très très fort. Il y a même sur peut-être d'autres chaînes que les vôtres, parce que c'est des sociétés privées peut-être un peu plus libres, des produits qui peuvent se fabriquer autour du thème de l'émission. Autrefois, pardon de le citer ici, mais ça nourrit le débat. Sur Top Chef, les équipes d'Havas avaient créé des produits, des tartes aux pommes et des machins au Top Chef qui avaient été mis chez Auchan. Ben, je peux vous dire que quand vous faisiez la pub des tartes aux pommes Top Chef chez Auchan au milieu du Top Chef, vous aviez une espèce d'impact et surtout un effet sur les ventes incroyable. Et je pense que les marques de France Télévisions, je pense à Secret d'Histoire, je pense à Capitaine Marlowe, il y a un nombre de marques invraisemblables auxquelles les gens sont puissamment attachés. Les régions aussi, c'est une thématique très porteuse qui fait qu'on pense que c'est un levier absolument irremplaçable. Laurent Habib, vous représentez ici ce matin les agences de communication. En quoi cette question du contexte participe-t-elle de la qualité d'un message? En fait, les agences, pendant assez longtemps, elles se sont assez peu préoccupées de la question du média. D'abord parce que la répartition des tâches entre les agences médias et les agences de création amener les agences à considérer que ce n'était plus leur sujet. Et puis, elles avaient une création qui était quand même relativement identifiée d'un point de vue de la production, le 30 secondes, de la presse ou de l'affichage, un message radio, et l'idée que ce message, quel que soit son environnement, on arriverait à l'entendre. En fait, là, on a tous compris que tout ça était en train d'être blackboulé. Et donc la question aujourd'hui, c'est que moi je fais souvent des formations à des jeunes gens, surtout depuis que je suis président de la ACC, je vais dans beaucoup d'écoles et je pose systématiquement la question de savoir qui a des adblockers. Et dans la salle, vous avez plus de gens qui ont des adblockers que de gens qui ont des Nespresso.
Donc ça vous donne une idée. Et en fait, vous faites, j'interviens dans des écoles de communication. Donc il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le rejet de la publicité et l'agacement que provoque la publicité, et pour tout dire, l'agacement que provoque la publicité, y compris à la télévision, quand on a des soirées qui sont maillées de prises de parole, de publicité, il y a un moment donné où c'est trop de bruit au sens de la qualité de l'attention et de la qualité du programme. On a vraiment une évolution. Donc nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de penser la publicité avec vous, avec les médias, de telle manière à ce qu'elle devienne plus connivente avec le contenu, plus attractive, plus impactante, plus génératrice d'attention volontaire et d'engagement volontaire. Et donc toute la difficulté, c'est de passer de marques qui étaient un peu étrangères et qui venaient comme des étrangères dans un espace qui leur était dédié, qui était censé être un espace protégé, à une logique dans laquelle il faut vraisemblablement tisser beaucoup plus la conception de la publicité, la conception des sujets, la conception, passer du message au sujet, ce qui veut dire donc passer de ce que la marque a à dire à ce qu'elle peut dire dans cet endroit, à ce moment, dans ce contexte, pour créer des conditions d'une attention véritable. Alors c'est une révolution industrielle pour les agences. Il faut bien que vous imaginiez que dans les agences aujourd'hui, il faut passer d'un modèle dans lequel on faisait faire par des maisons de production des spots de 30 secondes qui coûtaient plusieurs centaines de milliers d'euros à une logique dans laquelle on doit produire des formats extrêmement divers, dans des occurrences extrêmement diverses, pour des plateformes extrêmement diverses, pour la télé en linéarisé et en non linéarisé, et donc avec des logiques qui peuvent être différentes, avec des enjeux d'interaction qui peuvent être liés au message. Donc pour nous, c'est une révolution industrielle dont il est difficile d'imaginer l'ampleur, parce que ce sont des petites unités économiques, les agences, ce n'est pas des grosses maisons comme la vôtre, France Télévisions, c'est des petites boîtes, et dans ces petites boîtes, il faut qu'on appréhende une transformation qui est radicale. Et donc ça, c'est une difficulté assez grande. Justement, Olivier Altman, comment on l'appréhende, cette révolution? J'imagine que ça augmente le degré d'exigence de qualité. Les agences créatives, elles ont toujours été exigeantes, mais c'est vrai que de plus en plus, on a des annonceurs qui veulent qu'on monte la barre également et qui ont bien compris qu'une fois qu'on avait une idée et qu'on cherche la meilleure idée, il faut déjà la produire de façon la plus qualitative. Donc on est dans une recherche d'excellence dans ceux qui font le craft, comme on dit, donc en termes de production, de réalisation, de photographes, de décorateurs, dans le mixage, les outils technologiques aussi se sont totalement développés. Donc on arrive à un niveau d'exigence de qualité incroyable et une demande des annonceurs. Et donc il est bien normal qu'après, au moment de la diffusion, on se pose la question de cet objet qu'on veut presque un diamant en création, où est-ce qu'on le place? Et je dirais que par le passé, on se disait, bon, on a fini le boulot et puis ça part dans les tuyaux, à la limite, on n'en est pas responsable. Et aujourd'hui, les annonceurs passent aussi un temps fou à regarder parfois très précisément, chaîne par chaîne, émission par émission, cible par cible, pour être sûr que par rapport au contenu qu'ils ont, on est dans un environnement totalement cohérent, pour avoir le meilleur degré d'affinité, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'efficacité, c'est plus simplement la puissance et la grosse Bertha, c'est au contraire parfois de communiquer moins, mais mieux. Et donc d'être dans des écrans de pub qui sont parfois moins encombrés, où les gens sont plus attentifs, ça a plus de valeur. Donc il faut parfois, et c'est comme dans les produits qu'on achète, on est prêt finalement à acheter moins de choses dans son caddie, mais de meilleure qualité, plutôt que de se dire j'en ai eu un maximum pour mon argent, parce qu'il y a une qualité de vie et une qualité de relation qu'on veut établir avec le spectateur. Marianne Sifroudis. Oui, et en fait, à vous écouter, je trouve que c'est très intéressant parce que ça pose bien la valeur du contexte et puis aussi l'importance de l'emplacement. Alors, on sait que dans plein de secteurs d'activité, pour des marques, l'emplacement est clé. On le sait aussi dans l'immobilier, on le sait pour les magasins, on le sait pour des produits dans le linéaire, on le sait pour des voitures. Eh bien, c'est un peu la même chose aujourd'hui pour la publicité. La qualité de l'emplacement d'un message publicitaire, qu'il soit sous toute forme, à la fois en parrainage ou un spot, ou une forme d'expression, nouvelles écritures sur le digital, eh bien, finalement, est capitale dans le contexte qu'on décrit. Oui, Laurent Bible. Alors, moi, j'étais hier soir, pardon, excuse-moi Jean-Luc, mais j'étais hier soir au
au prix stratégie de la créativité publicitaire. C'était bien ? C'était bien, il y a une bonne année et il y avait des choses qui étaient tout à fait intéressantes. Et puis le jury était très sélectif, donc il y avait plutôt que des choses intéressantes. Et le sponsor de la fin, c'était un de vos concurrents, M6. Et M6 est venu avec un petit spot de toutes les créations qu'ils font pour les marques. Et en se disant que c'était bien de le présenter aux agences qui venaient pour un prix de la création publicitaire. C'est un nouveau métier. Et c'était des bonnes bouses produites. Non, et c'est dingue. Et je me suis dit, le type, alors j'en profite parce que j'ai encore quand même la possibilité là, de m'exprimer devant des gens qui font de la télévision. Quand vous voulez faire de la production pour les marques, il faut éviter de faire de la bonne bouse. Et en fait, une des solutions, c'est de travailler avec les agences. Parce que le problème aujourd'hui des programmes... Non, mais le problème, c'est que comme on est dans une logique de production de plus en plus diversifiée, on va le faire avec le type qui a l'air de savoir faire ou qui le fait le moins cher. Et donc le type, il dit, tiens, je pourrais te mettre un des types de Top Chef et il va vendre ta tarte. Et... Vous pouvez réagir en direct sur Twitter, #télévisionnaire. Non, mais c'est top. Et à la limite, on se dit, mais oui, pourquoi c'est pas une mauvaise idée. Mais en fait, il y a un problème, c'est qu'une marque, c'est un enjeu de préservation considérable. C'est évidemment un enjeu de flux, il faut provoquer de l'achat et de l'acquisition, mais c'est aussi un enjeu de stock. Une marque, ça se construit pendant des années, ça se sédimente, c'est un travail de couturier, c'est un travail d'artisan dans lequel, petit à petit, on organise des représentations symboliques qui sont extrêmement puissantes. Et ces marques, elles ne se rendent pas compte qu'à force de se mettre en scène de façon assez désordonnée dans les nouveaux espaces qui sont donnés, elles font des erreurs. Donc il faut faire très attention à ce qu'en fait ces nouveaux formats et ces nouvelles formes d'expression soient qualitatives. Et qualitatives pour la marque et la valeur de stock de la marque, autant que pour la valeur de flux, c'est-à-dire l'impact que ça va avoir. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que la télévision doit préserver son avantage par rapport au digital. Absolument. Parce que la télévision, elle permet à la marque de maîtriser son expression. La question qui est posée par le digital, c'est que le digital a une performance et une efficacité qui sont parfois retentissantes. Mais c'est qu'on se pose la question de la maîtrise de l'expression de la marque dans l'univers du digital, parce qu'il y a une sorte de dilution de la marque, dilution de son argumentaire et dilution de ses fondamentaux d'expression. Jean-Luc, excuse-moi. On est alliés parce que lui, c'est l'annonceur et moi, je suis l'agent. C'est ce que j'allais dire. Alors, donc, on va donner la parole aux annonceurs dont vous êtes le porte-parole, Jean-Luc Chétrit. La qualité, c'est pour l'annonceur la valeur principale. Je crois que vous avez mené un sondage auprès d'eux. Qu'est-ce qu'il en sort ? Peut-être avant de vous donner le résultat, faire un petit teasing sur ce sondage, je vais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je pense qu'en effet, je ne peux être que d'accord avec une grande partie de ce qu'a dit Laurent. Pourquoi je peux être que d'accord ? C'est qu'en fait, les marques, elles font face à un énorme défi qui est qu'elles étaient dans un monde merveilleux. Moi, j'ai fait un certain nombre d'années dans la grande consommation et on avait un monde merveilleux où on pouvait être le détenteur de la parole et l'accès à la publicité, l'accès au contenu était détenu par les marques. Je crois qu'il y a une étude récemment qui a dit, en fait, il y avait 80% des contenus étaient mis à la disposition du public par les marques. Elles contrôlaient par la publicité et par les médias de masse. Aujourd'hui, dans 80% des cas, les gens choisissent finalement leur exposition aux marques. Donc le contrôle est passé des marques aux consommateurs. Et ce changement-là, il a tous les effets qui ont été évoqués jusque-là. C'est-à-dire la question sur comment on produit autant de contenu pour être présent dans autant d'endroits au même moment, dans une conversation, plus dans un message publicitaire classique. Les agences, elles ont fait face à cette disruption. Elles essaient d'accompagner les annonceurs et c'est bien, j'aime beaucoup le message de Laurent sur le fait que les agences, leur rôle, fondamentalement, c'est celui-là d'accompagner l'annonceur dans ce nouveau monde et l'aider à créer des plateformes de marque qui soient présentes de manière intelligente, de remettre la créativité au centre du débat et ne pas être uniquement sur un sujet de combien de personnes on touche. Donc on a beaucoup parlé de data dans notre monde de la publicité. On revient à des questions fondamentales sur la marque. C'est très bien. Là où je partage moins le point de vue de Laurent, c'est que je pense que ça n'est pas exclusif, ça n'est pas uniquement aux agences de le faire. Je pense que c'est un univers qui s'est ouvert et je pense que chacun peut y trouver sa place et son rôle. Et il y a un écosystème de partenaires qu'il faut savoir activer. Alors,
Pardon pour cette introduction, mais je pense que c'était important par rapport à notre sujet. Mais donc, maintenant, du coup, pour vous dire avez très concrètement, interrogé on les les a annonceurs interrogés. sur la qualité. Certains d'entre eux, d'ailleurs, sont dans la salle. On les a interrogés sur ce que c'est la qualité pour eux. On en avait donc 30, assez représentatifs du top 100 annonceurs. Donc, je regarde un peu mes notes. La première chose assez intéressante, c'est que, et ça rebondira sur ce qu'Olivier disait tout à l'heure, 95% disent maintenant intégrer la qualité des environnements dans leur brief. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que cet intérêt, cette importance de l'environnement de la communication, du contexte, est monté, et désormais c'est 95%. Et pourquoi cet environnement est important? Parce que là aussi, ils sont en gros 95% à dire que l'environnement, c'est un vecteur d'engagement, et à 100%, ils disent l'environnement, c'est un levier d'efficacité. Bien. Donc on est sur une base qui est extrêmement intéressante, solide, c'est très important. Alors il y a un bémol, ce qui est intéressant dans cette étude, parce que jusque-là, je dirais que bon, on n'est pas surpris, intuitivement, on peut s'y attendre. Le bémol, c'est qu'en fait, ils considèrent que finalement, est-ce qu'il y a un indicateur qui mesure cette qualité aujourd'hui? Et on a posé cette question de manière comparative avec d'autres médias, la réponse est non. Parce qu'en fait, ils ne sont que, en gros, la moitié à dire qu'on a un bon indicateur de ce qu'est la qualité de l'environnement et donc du contexte. C'est un peu mieux que la radio et qu'Internet, qui est le plus faible. C'est plus faible que la presse. Donc on dit souvent que la presse a du mal aujourd'hui à se valoriser. En tout cas, les annonceurs considèrent que la presse, on arrive un peu mieux à comprendre comment mesurer sa qualité. Dernier point, sur cette étude que nous avons menée, très rapide, quel impact ça peut avoir sur le coût? Puisque la grande question, c'est est-ce que les annonceurs sont prêts à payer la qualité? Eh bien, 75% sont d'accord pour dire que, sous réserve que cet engagement et cette qualité démontre son efficacité, eh bien, elle doit être valorisée et doit donc potentiellement signifier une valeur supplémentaire, un prix supérieur par rapport à un contexte qui ne le serait pas. Voilà. Donc ça, c'est une question d'ailleurs à se poser demain, et c'est mon dernier mot peut-être, pour dire probablement, on était sur de la mesure de l'audience avec le GRP. La question à se poser, c'est est-ce qu'il ne va pas falloir combiner, je sais qu'il y a des réflexions qui sont potentiellement menées par France Télévisions à ce sujet, nous on est prêts à y contribuer, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un GRP qualité qui puisse venir combiner à l'audience cette notion d'engagement? Marianne? Alors, on travaille évidemment, voilà, c'est le moment d'en parler. Alors, c'est vrai qu'au-delà de notre travail de régie, ce qu'on souhaite, c'est être un partenaire marketing central de notre écosystème aussi, autour de la télé, de l'efficacité, telle que vous l'avez mentionné, et puis aussi sur cette valeur de l'emplacement qui relie donc la qualité des contenus et des programmes qu'on a vus à travers cette matinée et finalement le territoire qu'on offre aux marques autour de ces programmes. On a prévu dans les semaines à venir de travailler sur un indicateur qui n'est pas encore tout à fait prêt, je ne peux pas encore l'annoncer, mais qui aura pour vocation, aux côtés des mesures quantitatives d'audience, de permettre aux agences et à leurs clients de bien mesurer cette dimension de contexte, de qualité. Parallèlement, on a décidé d'aller aussi un peu plus loin et de s'associer au CREDOC pour lancer un observatoire de la qualité en France avec un comparatif international et plusieurs pays. Donc, dans notre mission qui est quelque part apporter des éléments de connaissance sur les attentes des Français, sur leur perception de la qualité et le comparer avec d'autres citoyens de d'autres pays. Mais je vais peut-être laisser la parole donc, en vidéo à Pascal Ebel, qui dirige le CREDOC, de vous raconter comment on a conçu cet observatoire de la qualité qui est dans sa première édition, qui sortira à la rentrée 2018, donc en septembre. Regardez.
Alors la qualité est vraiment un sujet qui est très important pour tous les offreurs, puisque les marchés sont de plus en plus concurrencés. Et donc il faut arriver à se différencier. Et finalement, c'est au travers des signes de qualité qui vont être mis sur les produits, sur les services, qu'on va pouvoir guider le choix du consommateur, qui lui-même va appréhender de façon globale tous ces signes qui sont mis en évidence et finalement les transformer en attente et interagir avec tous ces produits et ces services qui arrivent sur le marché. Cet observatoire s'inscrit dans la durée et on choisit de travailler sur des produits et sur des façons d'évaluer la qualité qui existent depuis une trentaine d'années, notamment au CREDOC. On a choisi il y a 30 ans, avec le ministère de la Recherche, de travailler sur ce sujet et de comprendre les facteurs, la façon dont s'inscrit cette qualité. Donc on est obligé de choisir des produits et on a pris des produits très emblématiques de la consommation, la voiture, la banque de qualité, l'aliment de qualité et le produit de beauté de qualité. Pour évaluer cette qualité, il est important de prendre en compte les facteurs culturels. Donc au sein d'une même population, les différences entre les différents consommateurs, mais aussi les différences entre les différents pays. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi 4 pays. On compare la France à l'Allemagne, aux États-Unis et au Japon. Et on voit qu'il y a tout un tas de facteurs qui ont évolué différemment et qui se différencient selon les pays. Il y a vraiment une dimension qui a beaucoup progressé, qui est celle de l'environnement. Elle va prendre différentes formes selon les objets, selon les pays. Ça peut être la durabilité, le fait qu'un produit dure plus longtemps, mais ça peut être directement l'écologie, mais aussi l'impact sur la personne quand on est sur l'aliment. Et donc ça va s'exprimer sous forme de produits bio dans la beauté et dans l'alimentation. Dans cette expression de l'environnement, en France, on a une particularité, c'est que la naturalité est beaucoup plus forte. Elle s'exprime vraiment avec ce terme en lien avec la nature, alors que par exemple les Allemands vont plutôt penser à leur sécurité, à leur santé, donc à eux-mêmes. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des différences assez fortes, notamment au Japon. On met très en avant les produits qui viennent du pays, les produits japonais. Quand on cite des marques, on ne cite que des marques japonaises, alors sauf pour la voiture où les marques allemandes peuvent ressortir un petit peu. Ensuite, on va avoir des pays comme les États-Unis qui, eux, vont finalement formaliser la qualité avec une dimension qui est la marque. Ça se suffit en elle-même, la marque peut résumer ce qu'on recherche dans la qualité. En Allemagne, on est beaucoup plus sur l'innovation. Finalement, on a envie de progrès. Alors qu'en France, on a beaucoup moins cette notion-là présente à l'esprit, quels que soient les produits. Jean-Luc Chétry, c'est une... vous n'allez pas dire le contraire, mais est-ce que... J'allais dire, c'est une bonne initiative. Vous pensez que voilà, l'alliance entre le CREDOC et France Télévisions Publicité, puisqu'on parle de l'avenir et des perspectives, c'est une bonne initiative ? C'est une très bonne initiative que d'imaginer qu'une régie publicitaire peut désormais contribuer à la réflexion des marques par rapport à des sujets stratégiques qui les concernent, comme la qualité. Et de sortir de ce rôle historique qui était de venir et de nous expliquer, c'est toujours formidable, que les programmes ont des audiences extraordinaires. Et là, ce qui est vrai par ailleurs, Jean-Luc. Ce qui est vrai par ailleurs. Mais ceci étant dit, je me permets juste de faire ce petit commentaire, c'est que malheureusement, et ça c'est un autre sujet qui concerne France Télévisions et les annonceurs, c'est que beaucoup de ces audiences ne sont pas accessibles dans la mesure où le législateur a décidé que les audiences du soir ne l'étaient qu'en replay et ne l'étaient pas de façon linéaire. C'est comme ça, donc on a beaucoup de programmes auxquels on peut accéder par France Télévisions, mais pas tous ceux qui sont aujourd'hui les plus porteurs encore, on les a évoqués, d'images pour les annonceurs. Ceci étant dit, donc, par rapport à cette initiative qui est la création de cet observatoire, moi je pense que c'est en effet nécessaire de venir contribuer à la réflexion et la possibilité pour nous de nous appuyer sur ces résultats de manière régulière me paraît une excellente idée. Si on se... Je voudrais interroger Olivier Altman, quand on se
d'un point de vue assez basique pour nous, les consommateurs que nous sommes, quand on vend les mérites d'un produit, à quel rang place-t-on la qualité dans le travail créatif, par exemple? De toute façon, nous, on cherche à créer de la différence et de la préférence. Donc, dès qu'on a un brief, on regarde qu'est-ce que ce produit a de mieux que les autres. Donc, la démarche même de la communication, c'est de communiquer quelque chose qui est autour de la qualité, autour de l'exigence. Après, il y a cette dimension immatérielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont quand même de plus en plus standardisés. Et finalement, c'est les valeurs, c'est les positionnements, c'est les fameux insights dont on parle, ces petites vérités consommateurs. Donc, on fait un travail de plus en plus compliqué pour trouver de la culture sur le produit, de la culture sur la cible, la culture sur le marché, pour créer ces points de différence. Et là, il y a une énorme exigence. Pour revenir à un autre sujet, c'est qu'on parle aussi beaucoup en ce moment de brand safety. Et on s'est rendu compte que... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte est devenu très sensible pour les annonceurs, parce que notamment sur le digital, il y a pas mal de messages qui sont envoyés, de publicités. Et puis, on découvre que quand on achète en cherchant juste de la perf, sans trop réfléchir à l'environnement, on se retrouve dans des contenus sexuels, de violence, et la marque qui est l'asset le plus important pour nous, ce qu'on a vu d'ailleurs, moi ce que j'aime bien chez les Américains, c'est que pour eux la qualité finalement, c'est ni l'innovation, ni l'environnement, c'est la marque. C'est-à-dire qu'une marque qui est devenue un référent de sa catégorie, un Apple, un Hermès, a plus besoin de se justifier parce qu'elle a fait ce travail-là. Et donc quand on a une marque qui a une telle valeur, si elle se retrouve dans un environnement glauque, agressif, je pensais tout à l'heure, c'est comme si vous avez une belle Mercedes ou un beau sac Hermès que vous mettez au milieu d'une place déserte ou au contraire hostile, vous êtes en complet décalage. Donc cette brand safety, c'est devenu un enjeu très important aujourd'hui et les annonceurs mettent beaucoup de pression, notamment sur les GAFA, pour s'assurer que l'emplacement dans lequel ils vont être et pas simplement safe, mais en plus ultra pertinent. Et donc je pense que, en tout cas, d'un problème actuel, ça ne va que renforcer cette vigilance des annonceurs à ne pas avoir que des critères d'efficacité, que le nouveau critère d'efficacité, justement, va être la pertinence de l'environnement. Raphaël De André, si à un moment vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, vous vouliez mesurer un peu ce qu'a dit Olivier Altman? Non, je réagissais sur le fait que c'est une marque, quand elle avait une bonne image, pouvait faire l'économie. Voilà. C'est vrai que j'étais avec un des dirigeants d'Hermès ce matin et je pense qu'ils ont des sujets aussi, et d'ailleurs ils en sont bien conscients. Une marque, elle vit dans un monde, elle n'échappe pas aux enjeux de transparence et donc il faut à un moment donné que ce qu'elle fasse derrière soit cohérent avec ce qu'elle dit. Non, moi, sur ce sujet de la qualité, du contexte, moi il me semble de manière très basique que ce qu'on cherche tous autour de la table, c'est des nouveaux gisements d'efficacité. Donc, j'ai envie de dire, je tiens pour dit le fait qu'une campagne très créative, de qualité fine, intelligente, d'où qu'elle vienne, plutôt d'agence, parce qu'il y a plus de gens concentrés là-dessus, mais pas exclusivement d'agence. Moi, je suis tout à fait, tout ce qui est bien est bien. Voilà. Mais c'est vrai que les agences font ça depuis longtemps et c'est un métier. Et donc, le prochain sujet qui me paraît être un gisement d'efficacité, c'est le contexte et la résonance avec ce moment. Je redis de manière très basique, quand vous êtes face à un programme qui lui-même est une marque, que vous allez chercher, vous êtes là pour des raisons. Vous êtes là parce que vous adhérez à la ligne éditoriale, vous adhérez aux valeurs, vous êtes, je dis n'importe quoi, les gens qui sont devant Secret d'Histoire ou devant Des Racines et des Ailes, ils sont dans une logique, ils ont un rapport au patrimoine. Et voilà. Donc si vous réussissez dans une nouvelle économie de production, qui n'abandonnerait rien à la qualité, mais qui serait, je dirais, complémentaire de grandes campagnes de prime time très iconiques. Et si vous arrivez à faire des choses qui sont en résonance avec ce moment, à mon avis, enfin pas à mon avis, de manière certaine, vous gagnez énormément en efficacité. Et donc moi, il me semble que le fait d'aller croiser l'ADN d'un programme et l'ADN d'une marque, c'est une des choses sur lesquelles on réfléchit beaucoup, est un grand levier de puissance, que ce soit en linéaire ou en délinéarisé. Et donc je pense que ça ne doit pas s'opposer.
ça doit mais se gérer à l'intérieur on appelait ça une plateforme de marque autrefois, on pourrait appeler ça une plateforme éditoriale de marque sur comment à un moment donné, en plus du sublime 30 secondes qui perdurera, j'en suis sûr, comme au Super Bowl & Co, on se retrouve avec des choses qui sont plus fines, peut-être plus affines avec le programme, mais aussi le moment. Exactement. Un mot de conclusion, Laurent Habib. Comment on sort, pour la qualité, comment on sort du domaine de la subjectivité, puisque depuis ce matin, on dit que c'est aussi une question de sensation, d'émotion, de perception, etc. Comment on sort de là? On a l'impression que, par exemple, toute la multiplicité des certifications, des normes, etc., était une tentative d'objectiver la qualité. Comment on sort du domaine de la subjectivité? En fait, il faut investir à fond le domaine de la subjectivité. Il faut y aller et il ne faut pas avoir peur parce que l'objectivité, en fait, moi je vous propose une révolution assez simple dans les comportements à venir pour vos choix de mini-programmes, de partenaires, de tout ce que vous voulez, qui est très simple. La marque, c'est de la valeur. Prenez la marque comme une valeur. Imaginez que c'est une maison que vous avez en Normandie dont vous avez hérité de votre tante. Et en fait, la question, c'est que cette valeur, vous sentez bien au quotidien qu'il y a des choses qui vont lui donner de la valeur et des choses qui vont lui faire perdre de la valeur. Et quand vous gérez ça, du coup, vous vous dites que chaque fois que vous prenez une décision, au lieu d'analyser les choses en termes de coûts, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui prévaut, de coûts objectifs, l'argent, et de coûts objectifs rapportés à quelque chose qui serait objectif, qui serait l'audience, alors qu'on sait très bien que l'audience aujourd'hui, elle nous échappe dans les mains exactement comme du sable vous échapperait dans les mains sur une plage, parce que l'audience n'est pas vraiment attentive, que la qualité d'écoute n'est pas bonne, que l'attribution est très faible, que le contexte d'attention est pas bon, que l'engagement de la personne au moment où elle regarde est très faible, etc., etc. Donc on a en fait dans les mains quelque chose qui est du sable. Et on est supposé préserver et conserver de la valeur pour nos marques en leur proposant quelque chose dont on sait qu'il a de moins en moins de valeur. Eh bien, passons à un discours et à un travail sur la valeur. C'est-à-dire, passons collectivement sur quelque chose qui consiste à attribuer de la valeur, à construire de la valeur. Et on ne va pas le faire de façon très objective, parce que si on veut objectiver, on va avoir des mesures qui sont des mesures immédiates. Et ce que je trouvais très intéressant dans le travail que vous essayez de faire, c'est qu'en réalité, la sédimentation profonde de la valeur qui est attribuée à une marque, elle procède de choses qui sont très complexes à analyser et qui mettent beaucoup de temps à se faire. Il y a parfois des erreurs de marque qui ont fini par leur rapporter des milliards. Je vous rappelle que Steve Jobs était un patron que tout le monde a considéré comme totalement nul et totalement foireux. Et quand il a mis des trucs de couleur, il y avait des articles de gens qui disaient bah, vraiment il ne sait plus quoi faire et maintenant il met des Mac de couleur. C'est vraiment la fin de Steve Jobs qui revient comme un margoulin. Et après on dit que c'est un dieu vivant du capitalisme contemporain. Ce qui prouve qu'en réalité, la subjectivité reste la manière de créer de la valeur dans notre société. Tout ce qui est objectif n'est pas différent et tout ce qui n'est pas différent n'a pas de valeur. Donc l'objectivité, c'est de la merde. Voilà, moi je vous le dis, il faut arrêter. En fait, tout de suite, on s'arrête là-dessus. Hein. Non, mais l'objectivité, c'est de la merde. On peut pas. Merci beaucoup. C'est pas bien, il faut aller vers la subjectivité. Merci beaucoup. Merci messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre.